Bien, ce soir, par conséquent, je m'en vais essayer de vous parler essentiellement comment la physique actuelle, et notamment par les développements auxquels j'ai contribué personnellement, on appelle la relativité complexe, qui est un prolongement de la relativité d'Einstein, a conduit à dire sur l'association entre matière et esprit. Il va falloir définir exactement ce qu'on entend par là. Des relations qui, je crois, sont relativement importantes et qui, en physique moderne, jouent un rôle de plus en plus essentiel. Bon, on va d'abord essayer de rappeler rapidement le problème. Je ne vais pas tomber, ça non. Le problème de la relation entre sujet et objet, comme vous le savez, est un problème assez ancien, et même sans remonter jusqu'à Aristote et les autres. Je pense qu'on peut indiquer que c'est à partir de Descartes, surtout, que cette distinction sujet-objet a été faite extrêmement nettement, mais sous des formes qui ont évolué, qui ont varié. On a d'abord la relation sujet-objet, c'est, si vous voulez, la relation subjectif-objectif. Et pour une raison qui vous apparaîtra tout à l'heure, je vais plutôt appeler ça l'imaginaire, et ça le réel. Alors, on a d'abord une des solutions pour la relation entre réel et imaginaire, entre objectif et subjectif, a d'abord été, un des aspects, c'est que le réel pouvait produire en quelque sorte l'imaginaire comme une sorte d'émergence. C'est-à-dire que tout ce qui serait essentiel, ce serait par conséquent le réel, l'objectif, ce que nous percevons autour de nous, et la matière, par conséquent, et on peut assimiler d'une certaine façon la matière au réel et ici à l'esprit. Et l'esprit aurait été en quelque sorte une émergence de la matière en se complexifiant, à un certain moment, faisait apparaître des propriétés nouvelles qui étaient les propriétés de l'esprit. Mais ce qui était par conséquent l'essentiel, là, c'était le réel. L'imaginaire était quelque chose d'important, puisque c'est lui qui, notamment, permettait ensuite d'interpréter le réel, d'écrire les lois de l'objectif, les lois du réel. Mais il n'y avait pas de différence essentielle de nature entre le réel, qui était la substance fondamentale, si vous voulez, et l'imaginaire, qui était donc une émergence de la complexité du réel. C'est ce que je pourrais appeler, et ce qu'on appelle encore l'attitude, c'était l'attitude de Descartes, c'est l'attitude qu'on appelle réaliste. C'est l'attitude d'une certaine manière aussi qu'on peut appeler réductionniste. Je ne prête pas un sens péjoratif particulier. Je dis simplement que ce qui est l'essentiel ici, c'est vraiment apparaît comme étant la matière, l'esprit étant sortant d'une complexité de cette matière. Et puis on a eu aussi, parallèlement d'ailleurs, la tendance inverse. C'est que l'imaginaire, avec toujours la signification que vous voyez là, était essentiel. C'était lui qui était essentiel et il entraînait même la création du réel, de ce qu'on appelle l'objectif. C'est donc notre esprit ici qui serait l'essentiel. Il est d'une nature qui reste à préciser, mais c'est lui qui va créer la réalité qui nous entoure. C'était, vous savez, la thèse il y a plus de 2 siècles de Berkeley, le philosophe, qui disait « exister, c'est être perçu ». Ceci a été repris
et également par les physiciens actuels. Et je dois dire qu'il y a quelques années, moi-même, je me joignais tout à fait à cette attitude, mais je ne l'ai pas abandonnée, mais vous allez voir exactement comment les choses se sont précisées. Les physiciens ont dit aussi, les choses ne sont pas, mais ils sont ce que l'on pense d'elles. Cette attitude, d'ailleurs, c'était une attitude qui n'était pas simplement une attitude théorique. Vous savez, quand les physiciens prennent des positions philosophiques aussi arrêtées que celle-là, c'est parce que finalement, l'esprit, vous savez, a toujours été un peu tabou en physique. Et quand l'esprit, maintenant, vient très fort, disons, dans la représentation que la physique veut faire des choses, eh bien, c'est parce que, véritablement, les physiciens ont découvert aujourd'hui que de mieux connaître les mécanismes de notre esprit était important pour, précisément, descendre encore plus profondément dans la connaissance de la matière et la connaissance de l'esprit, bien entendu. On peut dire qu'il y a une théorie qui a bien illustré ceci, l'importance de l'esprit. C'est la théorie qu'on appelle la théorie du bootstrap, des pionniers Geoffrey Chew à Berkeley. Et je ne vais pas rentrer dans la théorie du bootstrap, mais enfin, l'essentiel, c'est qu'il a montré, il part de l'idée que, en fait, tout se tient dans la nature, c'est-à-dire dans tout l'univers, et qu'il n'est pas tellement important de décrire les choses très petites, toujours plus en détail, mais de voir comment tel objet est en relation avec tout ce qui l'entoure dans l'univers. Quand je dis tout l'univers, je veux dire vraiment jusqu'au bout du cosmos. On serait un petit peu, si vous voulez, comme nous-mêmes, comme une fourmi qui serait sur la trompe d'un éléphant, si vous voulez. Alors, on peut évidemment, la fourmi peut étudier le centimètre carré où elle est posée et dire, voilà, ça c'est gris, etc., c'est dur, c'est comme ceci, comme cela. Mais, nous dit Geoffrey Chew, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que la petite partie que j'étudie est en relation avec quelque chose de beaucoup plus grand, qui est tout l'éléphant. Et ce qui est important, c'est de voir quelles sont les relations de ce que j'étudie avec tout le reste. Alors, bien sûr, les physiciens avaient tout de suite dit, ont tout de suite opposé à cette façon de faire. Mais comment va-t-on faire? Parce que même avec nos techniques actuelles, nous connaissons encore très peu de choses de l'univers. Alors comment connaître tout l'univers si on doit définir ce qui est ici par les relations que ceci a avec tout l'univers? Comment va-t-on faire? Alors Geoffrey Chew a répondu, mais ne vous préoccupez pas tellement de ceci, c'est pas la peine d'aller examiner jusqu'aux confins du cosmos. Pour savoir comment les relations se font avec le reste du cosmos, vous n'avez qu'à vous regarder vous-même, vous avez qu'à regarder simplement quels sont les mécanismes profonds de votre esprit. Et oui, c'est une des premières fois vraiment où on parlait directement de l'esprit. Votre esprit fonctionne en faisant agir ce que je appelais des principes de cohérence globale, comme par exemple rien ne peut sortir du néant, ou alors compte tenu des définitions qu'on donne, un effet ne peut pas précéder la cause. Enfin, il y avait un certain nombre de principes comme ça, qui sont des principes qui sont caractéristiques du fonctionnement de notre esprit, et ceci, dans cette chose, va permettre de construire une théorie qui va nous donner une connaissance, notamment par exemple des particules, vous savez, de ces nombreuses particules qu'étudient les physiciens, et qui leur permet de voir si telle ou telle théorie est vérifiée ou non. Alors, effectivement, cette théorie a eu énormément de succès, et ce qui est extraordinaire, c'est que les succès sont non pas qualitatifs, mais quantitatifs, c'est-à-dire les durées de vie et les masses de particules, même des particules nouvelles qui n'avaient pas été prévues, ont été découvertes. Par conséquent, voyez-vous, par conséquent, ça posait directement le problème, mais si alors notre esprit et les mécanismes de notre esprit est capable de prévoir des choses aussi précises que les masses et les durées de vie de ces particules qu'on découvre par l'expérience dans les accélérateurs, dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas notre esprit, c'est-à-dire l'imaginaire, qui crée le réel? Et puis parallèlement, surtout au cours des 10 dernières années, est venue l'idée qu'en fait, il ne fallait pas choisir entre qui donnait naissance à quoi, c'est-à-dire est-ce que c'est le réel qui donne naissance à l'imaginaire ou l'imaginaire qui donne naissance au réel, mais notamment avec quelqu'un qui s'appelle John Wheeler, qui est un physicien très connu, qui dirige le laboratoire de physique théorique à Austin, au Texas. On a parlé de plus en plus de la participation de l'esprit
à la chose observée. Voyez-vous, autrement dit, l'univers, et c'est ceci l'idée finalement qui a été retenue, et qui a été retenue en particulier par la relativité complexe, c'est que l'univers est la superposition du réel, d'un réel, plus un imaginaire. Autrement dit, l'univers est la superposition de deux choses qui sont de nature différente, qui ne se mélangent pas, et qui sont l'univers et fait ceci. L'univers, on dit parfois l'être d'ailleurs, c'est-à-dire ce qui est. Ce qui est, par conséquent, est égal à une superposition du réel et de l'imaginaire. Ceci, c'est quelque chose finalement qui, quand on y réfléchit, on sent bien, et on ne devra pas revenir dans les détails, les arguments philosophiques, mais on sent bien qu'il y a quelque chose de... Il y a deux natures différentes de ce qui est autour de nous, c'est-à-dire qu'il y a une part quelque chose qu'on voit, qu'on perçoit, qui est le réel, l'objectif, et puis il y a quelque chose qui est notre esprit et qui fonctionne. Valérie avait déjà dit, on pourrait tourner pendant un siècle dans un cerveau, on n'y trouverait jamais un état d'âme. Mais c'est vrai, l'esprit c'est comme quelque chose qui a l'air de fonctionner dans l'invisible, on ne peut pas le cerner. On voit donc qu'il y a quelque chose qui est qualitativement très différent, et en particulier qui ne se laisse pas coincer, si je puis dire, de façon à être décrit comme on décrit le réel. Alors, que ça soit que l'être, que l'univers soit la superposition des deux, était assez séduisant déjà comme approche. Et la relativité complexe va précisément être la théorie qui va formaliser cette idée-là. Et voyez-vous, ce qu'il y a de très curieux, complexe, alors, pour ceux, je pense que vous avez approché suffisamment les mathématiques pour savoir, quand je dis complexe, c'est complexe au sens mathématique. Vous savez que il y a des nombres complexes, les nombres que vous connaissez qui sont les nombres réels, mais on a formé des nombres complexes qui sont formés, un nombre complexe par exemple, s'écrit sous la forme de a plus ib, avec i qui égale racine de moins 1. On ne va pas faire des mathématiques si vous voulez, mais ce i égale racine de moins 1 marque le fait que ceci, ça c'est un nombre réel, c'est par exemple 5. Ça peut être 6, mais on le multiplie par quelque chose qui est racine de moins 1, c'est-à-dire que c'est précisément un nombre, l'opération racine de moins 1 est impossible à faire, par conséquent, ça marque un nombre qui est fait de deux natures différentes, finalement. Et ceci, on le sent, à partir du moment où on va vouloir décrire l'univers comme la superposition de quelque chose de deux natures différentes, et qu'il va falloir le faire quand même au point de vue mathématique, parce qu'en physique, on doit décrire les choses, les formaliser de façon mathématique. Ceci va nous être très utile. Alors, je ne vais pas rentrer, il faut d'ailleurs que je regarde, parce que je voudrais pas qu'on perde trop de temps, parce que je voudrais bien qu'on discute ensemble, et je vais essayer de m'en maintenir à l'essentiel. La relativité complexe va nous dire l'espace qui nous entoure, en fait, n'est pas fait uniquement de tout ce que vous percevez, tout ce que vous voyez autour de vous, qui est le réel, mais quelque chose qui est imaginaire et que vous ne voyez pas, mais qui est là, et on expliquera pourquoi on ne le voit pas. Bon, j'écris quand même, c'est à peu près les seules relations que j'écrirai. On dira que vous savez qu'on rapporte, quand on veut décrire les choses, les physiciens rapportent les choses qu'ils veulent décrire à des coordonnées d'espace et de temps. On va appeler R les coordonnées d'espace, si vous voulez, et T les coordonnées de temps. Alors, au lieu que ces coordonnées se représentent uniquement comme des nombres réels, ce qui se ferait si vous vouliez décrire les choses réelles, 5, 10, etc., là, vous allez les décrire de cette façon-là, une partie réelle plus une partie imaginaire. Et la même chose pour le temps. Le temps, vous avez une partie réelle plus un temps imaginaire. Ceci ne doit pas trop nous surprendre parce que, comme vous le savez, toute la relativité générale, en réalité, est déjà écrite avec un mélange de ces choses-là. En réalité, en relativité générale,
on considère un espace, qui est l'espace du réel d'ailleurs, qui est fait d'un espace imaginaire et un temps réel. Ça, c'est le réel. Il faut bien que vous voyez ceci, regardez autour de vous. En réalité, vous regardez le soleil, par exemple, qui est à 8 minutes de vous. Parfois, on dit en relativité générale, on parle d'une dimension temps, je ne vois pas ce que ça veut dire. Mais si, regardez, quand vous regardez le soleil, il est à 8 minutes dans votre passé. Parce que la lumière met 8 minutes pour vous venir. Donc, par conséquent, quand vous regardez autour de vous, c'est uniquement dans un temps, dans le temps, vous regardez dans le temps. Dans l'espace, l'espace tel que les choses sont à l'instant que vous vivez, vous ne les voyez jamais, vous ne voyez jamais. Quand je vois ce monsieur qui est là, la lumière pour venir de lui jusqu'à moi met un certain temps, par conséquent, il n'est pas à l'instant où je vis, il est un petit peu dans le passé. Donc, je ne regarde jamais l'espace, si vous voulez, est toujours imaginaire, quand vous regardez autour de vous, et le temps, au contraire, vous regardez toujours dans la direction temps. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est comme ceci que ça se passe dans toute la description de la relativité générale. Eh bien, on va dire simplement qu'il y a, ici, autour de nous, il y a également un espace réel et un temps imaginaire qui existe partout. Supposons que, voilà, ici, par exemple, le réel qui est là, alors que j'écris comme je viens de l'écrire, ça c'est le réel. Eh bien, ici, vous avez l'imaginaire qui est le complémentaire, voyez-vous, qui est ici l'imaginaire. Mais regardez un petit peu ce qui se passe dès que vous avez indiqué cette complémentarité. Regardez comment se passent les choses dans votre esprit. Dans votre esprit, au contraire, vous disposez d'un grand nombre d'informations, mais elles sont là toutes disponibles à l'instant que vous vivez. Elles sont là. C'est vraiment, voyez-vous, l'espace de votre cerveau, l'espace de votre esprit qui est là. Vous le voyez dans l'instant où vous vivez, vous le voyez, vous avez tout cet espace qui est vraiment réel dans votre cerveau. Au contraire, vous ne vivez que l'instant que vous vivez que l'instant présent. Le passé et le futur, dans votre tête, dans votre esprit, voyez-vous, c'est quelque chose d'inexistant, c'est quelque chose qu'on peut appeler d'imaginaire, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'existe pas, voyez-vous. Quand vous regardez comment se passent les choses dans votre esprit, eh bien, en fait, vous apercevez que les coordonnées, si vous voulez, pour décrire ce qui se passe dans votre esprit, eh bien, effectivement, elles devraient être complémentaires de ce qui se passe dans le réel. Quand vous regardez dans votre esprit, vous regardez dans l'espace des informations, qui sont là toutes disponibles à l'instant que vous vivez. Il n'y a pas de temps que mettent les informations pour parvenir à ce que vous ressentez dans l'instant présent. Et en revanche, le temps, vous ne vivez jamais l'instant. Vous ne vivez ni hier, ni demain. Ça, c'est quelque chose qui est complètement virtuel, qui est complètement disparu. De sorte que, quand on fait cette distinction-là, on constate que déjà, on a une possibilité de décrire quelque chose qu'on ne décrivait pas avant. C'est par conséquent, c'est non seulement le réel, mais l'esprit. Mais est-ce que ceci correspond dans la nature? Est-ce que la physique ne peut pas se lancer sur quelque chose de ce type-là sans quand même avoir plus d'arguments pour dire mais c'est quelque chose, l'univers est fait de cette façon-là. Alors, on a eu confirmation que l'univers était effectivement fait de cette façon-là avec les trous noirs. Les trous noirs, vous savez, c'est ce qui arrive quand une étoile approche de sa mort. Quand elle approche de sa mort, elle faisait 1 million de kilomètres à peu près, et puis alors le feu central s'est éteint, elle se condense par conséquent sur elle-même, et elle devient très très dense, parce que précisément, du million de kilomètres de rayon qu'elle avait, elle a bientôt 1 kilomètre de rayon seulement. Alors la densité augmentant, Einstein nous avait déjà annoncé qu'il devrait à un certain moment se passer quelque chose si la densité augmente toujours, car en devenant de plus en plus dense, l'étoile courbe l'espace autour d'elle. Et c'est ce que fait une étoile qui meurt, et à un certain moment, elle devient tellement dense, et elle courbe tellement l'espace autour d'elle, qu'elle va véritablement crever cet espace. Elle va crever l'espace où elle est, et elle va d'ailleurs disparaître. Elle fait donc comme un cercle de trou dans l'espace, et elle est disparue de l'autre côté. Comme si elle était ici, voyez-vous, tout d'un coup elle est passée ici, alors tout d'un coup, c'est donc un trou noir, parce qu'elle a fait un trou dans l'espace, et on ne la voit plus. Alors évidemment, ceci montre d'abord que cette idée d'avoir deux espaces côte à côte, un que l'on voit et l'autre qu'on ne voit pas,
c'est une chose qui a déjà un support dans ce que l'on observe, par conséquent, dans les phénomènes physiques. Mais ce qui a été le plus intéressant, c'est de s'apercevoir que les études théoriques qui ont été faites là-dessus sur la structure des trous noirs ont montré qu'effectivement, de l'autre côté, c'était pas du tout la même chose que de ce côté-ci, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement ce renversement de l'espace et du temps. De l'autre côté, quand vous passiez de l'autre côté du réel, dans le domaine, par conséquent, où va s'engouffrer les trous noirs, eh bien, de l'autre côté, le temps et l'espace ont échangé leur rôle par rapport à ce qui se passait dans le réel. Autre chose également qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut montrer que si vous avez une étoile qui est passée de l'autre côté, par conséquent, on peut essayer de se poser la question, mais comment la voit-on ici? Quand on est ici, et je n'entre pas dans les détails mathématiques, si je puis dire, mais en réalité, on ne les voit plus que sous la forme d'un point mathématique. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne la voit pas. Elle est ponctuelle. Ce que vous voyez, c'est ponctuel. Or, c'est très intéressant. Qu'est-ce que nous avons dit pour l'esprit? Nous avons dit que pour l'esprit, on ne le voyait pas. Ici, quand on regarde dans le réel, et si on décrit les choses dans le réel, on ne voit pas l'esprit. On ne sait pas où il est. Ben, ici, on ne peut pas le voir de l'autre côté. On ne voit simplement qu'une sorte de point de contact, voyez-vous, mais qui est mathématique, ponctuel, par conséquent. Et donc, autrement dit, vous ne voyez strictement rien de la structure qui est disposée ici. Enfin, et c'est peut-être la chose la plus importante, on peut étudier comment s'écoule, vous voyez, j'ai parlé de, ici, le temps qui est ici, n'est pas ce temps-là. C'est un temps différent. Quand je suis ici, ça c'est l'imaginaire, vous voyez qu'il y a un T point et un T tilde. Or, ce qui ne change absolument jamais, car c'est ce qu'on appelle un invariant physique, c'est votre vieillissement. On peut donc essayer de voir comment s'écoulent ces temps-là par rapport au vieillissement. Ce que je veux dire simplement par là, vous êtes ici, vous avez un temps qui s'écoule, ben vous savez comment il s'écoule dans le réel, il s'écoule dans le même sens. Vous vieillissez, et donc vous allez de moins jeune à plus jeune, et le temps autour de vous, le temps qui est utilisé en physique, il faut bien voir qu'en physique, c'est deux choses différentes, le vieillissement et le temps. C'est très important. Le temps, ici, du côté réel, vous avez par conséquent ce temps-là, sur le vieillissement qu'on désigne par taux, généralement, c'est dans le même sens, hein, il est plus grand que 0. Or, quand vous allez regarder maintenant ce qui se passe dans l'imaginaire, vous allez vous apercevoir que c'est le contraire qui se passe. Le temps, qui est le T tilde, par conséquent, sur le vieillissement, qui lui, votre vieillissement, si vous entriez de l'autre côté, si vous voulez, eh bien, cette fois-ci, le temps s'écoule à l'envers. Mais attention, ça a une conséquence extrêmement importante, car ici, avec ce temps qui s'écoule dans le même sens que le vieillissement, vous savez qu'il y a un principe qui est très important, qui est le principe d'entropie croissante. C'est-à-dire toutes les choses, avec ce temps-là, vont continuellement vers le désordre. Et aussi vers le désordre, et en particulier l'oubli, les choses disparaissent, les choses se déstructurent. Au contraire, ici, vous voyez que spontanément, ce qui se passe ici, c'est que vous avez, si les informations rentrent là, vous avez spontanément entropie décroissante, c'est-à-dire négantropie croissante, autrement dit, c'est-à-dire en particulier mémorisation de façon indélébile, si je puis dire, c'est-à-dire quelque chose qui aurait mémorisé des choses il y a 5 millions d'années, ou 10 millions d'années dans cette structure, si elle persiste encore, eh bien elle a toujours le souvenir de ces informations, enfin ces informations sont toujours là, et également organisation, spontanément, au lieu que les choses aillent vers le désordre, les choses vont vers l'ordre. Mais qu'est-ce que c'est d'amener les informations vers plus d'ordre? Et c'est exactement ce que vous faites dans votre tête quand vous dites que vous raisonnez. Quand vous raisonnez, vous prenez les informations qui sont à un certain niveau d'ordre, et puis vous les amenez spontanément, vous augmentez la négantropie de ces informations, et vous les amenez vers un ordre supérieur. Par conséquent, on trouve que dans cet espace-là, on voit des possibilités spontanées de mémorisation et d'ordre. Bon, voilà les bases, si vous voulez, de la relativité complexe qui incitaient d'abord, surtout, à essayer de voir ce qui se passait, parce qu'on vient de voir des choses sur les trous noirs, mais nous ne sommes certainement pas faits de trous noirs. Nous savons de quoi nous sommes faits. Nous sommes faits de particules, qui sont les atomes, pour ne parler que
que des choses stables, des particules de matière stable qui nous forment, puisque les autres particules qu'on a dans les accélérateurs qui ne durent que quelques millionièmes ou milliardièmes de secondes, c'est pas celles-là qui nous forment. En réalité, nous sommes formés d'atomes qui ont un noyau qui est formé de nucléons. C'est une des catégories de particules qui, plus généralement, on appelle les hadrons. C'est le noyau de l'atome. Et puis, tournant autour de ce noyau, vous avez, comme vous le savez, un électron qui fait partie d'une catégorie de particules qu'on appelle les leptons chargés. Et ici, on a de la chance parce qu'il n'y en a que 3. Il n'y a que l'électron, qui est le seul stable, et puis ensuite, il y a le méson mu et le tau. Enfin, il n'y en a que 3 découverts pour le moment, mais tandis que pour les hadrons, si on tient compte de celles qui vivent des millionièmes ou des milliardièmes de secondes, il y en a beaucoup. Alors, voilà de quoi nous sommes faits. Mais il y a une catégorie de particules, je ne vais pas les appeler les leptons chargés, je ne vais pas parler de l'électron, qui était particulièrement intéressant pour nous, parce que dans toutes les expériences de physique, on est obligé de le considérer comme un point mathématique. C'est quelque chose qui a une masse, mais qui est ponctuel. Or, qu'est-ce que nous venons de dire? C'est que si on a quelque chose qui se situe dans l'imaginaire, il va apparaître comme ponctuel, si on le regarde depuis le réel. Or, voilà une particule qui, d'ailleurs, d'une façon paradoxale, la physique témoignait qu'elle avait une masse et qu'elle était ponctuelle. D'où l'idée, par conséquent, de se demander si elle n'avait pas la structure un peu un trou noir microscopique, bien entendu, mais est-ce qu'on ne pourrait pas la modéliser, cette particule, disons, comme si elle était un micro-trou noir qui se trouverait de l'autre côté, dans l'espace et le temps d'ailleurs, qui se trouverait de l'autre côté. Alors là, je n'entre pas dans les détails, une fois de plus, mais la modélisation a été faite, non seulement par les gens de la relativité complexe, mais par également d'autres physiciens. Et ceci conduit, alors, là, je suis obligé de vous demander de faire confiance, ceci conduit à un modèle extrêmement satisfaisant. Le modèle est sorti il y a 3 ans, et puis maintenant a été précisé sous la forme... Vous savez, un modèle, c'est quoi? Bon, un modèle, c'est quand même intéressant que vous voyez à quoi il ressemble et comment on a fait ce modèle. Car après tout, ça va nous intéresser, ce modèle. On a dit... Voilà. C'est un petit univers, car quand j'ai dessiné ça dans l'imaginaire, c'est pas simplement une boule de billard qui vient apparaître dans l'imaginaire. En réalité, c'est un petit univers, tout petit. Au lieu, vous connaissez notre grand univers, on dit qu'il est fermé. C'est-à-dire que si vous marchez droit devant vous, vous allez finir par revenir à votre point de départ. Un univers fermé, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas en sortir. C'est un univers qui est complètement fermé. Si quelqu'un rentrait dans cet univers de l'électron, eh bien, il ne pourrait pas en sortir. D'autre part, la modélisation, vous savez, pour qu'elle soit naturelle, il faut supposer que la nature, si vous voulez, ne fait pas les choses tellement différemment quand elle les fait grandes ou petites. On va donc supposer, on va essayer de voir si ce micro-univers, qu'est-ce qu'il peut contenir? Il peut contenir, comme notre grand univers, il va contenir de la matière, désigne généralement par une densité, ρ, et puis aussi, il va y avoir des photons. C'est le cas de notre grand univers. Vous savez que notre grand univers est rempli par ce qu'on appelle un rayonnement thermique à 2,7 degrés. Donc il y a des photons. Et puis il y a des neutrinos. Qui ont la spécialité ici d'avoir une masse propre nulle. Les deux. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'existent que par la vitesse, que par le fait qu'ils ont la vitesse de la lumière. Mais peu importe, ça ce sont des détails, il y a dans notre univers, par conséquent, matière, photons et neutrinos. Bon, on a dit on va modéliser ceci comme si c'était un tout petit univers. On va donc lui prêter ses caractéristiques, et simplement, on va ajouter, parce que ceci est une chose connue au niveau microscopique, on va lui ajouter quelques caractéristiques qui sont compatibles avec ce qu'on appelle la quantification.
Et on a écrit le système d'équations. C'est un système vraiment très sophistiqué, qui comprend 17 équations intégraux différentielles non linéaires à un certain nombre de paramètres. Et on a dit, bon, maintenant, voilà la description de l'électron. Maintenant, il s'agit de savoir, alors, s'il existe, d'abord, ce modèle, s'il existe, ne l'oublions pas. Il s'agit de voir maintenant si le modèle est vérifié, parce que s'il est vérifié, par construction, je puis dire, il mémorise et il organise toutes les informations qui rentrent dans lui. C'est très très important. Alors par conséquent, le seul problème est vraiment de savoir, est-ce que ce modèle se vérifie? Est-ce que ceci, pour parler comme les physiciens, est une bonne approximation de l'univers, ou plus exactement, une meilleure approximation que les modèles précédents. Vous savez, les physiciens ne parlent jamais, maintenant surtout, ils ne disent jamais qu'ils vont décrire l'absolu. Ils ne décrivent pas les choses, ils font des modèles. Et le problème que se posent les physiciens, à un instant donné, c'est de dire, est-ce que le modèle que je propose est une meilleure approximation que les modèles anciens? Alors, il y a heureusement, non seulement, s'ils veulent que ce soit un meilleur modèle, mais ils ont donné les critères pour que ce soit un meilleur modèle. On évalue donc, est-ce que tel nouveau modèle, on peut maintenant évaluer, est-ce que tel nouveau modèle doit être considéré comme une meilleure approximation, je dirais, si vous voulez, de l'être ou de l'absolu. Toujours une approximation, ça n'est pas l'absolu, c'est une représentation. Alors, il y a 3 critères. D'abord, il faut évidemment que le modèle soit entièrement compatible avec toutes les expériences connues. Ça, c'est évident. C'est la première des choses. Si il y a une seule expérience, si c'est incompatible avec une seule expérience bien observée, c'est rejeté. Le second critère, c'est est-ce que le modèle peut permettre d'unifier, c'est-à-dire il y a 4 grandes interactions en physique qui sont les fortes, les électromagnétiques, les gravitationnelles et les faibles. C'est les 4 grandes interactions de la nature. Si on peut ramener ces 4 interactions qui ont l'air d'être complètement séparées, cloisonnées l'une de l'autre, si on peut les ramener à 3 ou à 2 ou à 1, eh bien à ce moment-là, si le modèle fait ça, c'est une meilleure approximation que le modèle précédent. Beaucoup de modèles ont unifié, enfin surtout ces dernières années, ont unifié 2 de ces interactions qui sont les électromagnétiques et les faibles. Ce modèle-là, et là encore je ne peux pas rentrer dans le détail, mais non pas ce modèle en lui-même, mais son association avec le modèle des hadrons, bon, ce sont les autres types de particules dont je parlais, vous savez, me permet d'unir, c'est même un des plus gros succès de la relativité complexe, permet d'unir les 4 interactions, c'est-à-dire de vraiment faire ce qu'on appelle une synthèse unitaire des interactions. Mais ceci, ça n'est pas encore suffisant, parce que cette unification, vous savez, c'est quand même toujours, on peut toujours en discuter. Est-ce qu'il unit bien, est-ce qu'il unit moins bien, voyez-vous, est-ce que c'est parfaitement uni, on peut en discuter. Il y a un 3e critère qui, lui, est absolument essentiel. Le modèle... Un modèle fait toujours intervenir des paramètres. Et en particulier, il y a un certain nombre de ces paramètres qu'on appelle les constantes fondamentales de la nature, qu'on ne peut absolument pas savoir pourquoi elles ont telle valeur, il faut les mesurer. Je vais prendre par exemple la vitesse de la lumière. La lumière circule à 300 000 km par seconde. Pourquoi 300 000 ? Pourquoi pas 30 000 ou 3 millions de kilomètres ? On n'en sait rien. On a regardé et on a observé que c'était 300 000 km par seconde. Par conséquent, dans le modèle, on fait entrer, la vitesse de la lumière rentre sûrement dans tous les modèles, et on le fait rentrer avec cette valeur. Ensuite, on vérifie. Il y a d'autres constantes comme ça, il n'y en a pas tellement. Hein. Il y en a, en gros, 7 ou 8. Et c'est un critère, alors, Geoffrey Chew, d'ailleurs, qui a donné ce 3e critère pour évaluer la valeur, l'approximation d'un modèle, a dit, moins le modèle utilisera de ces constantes fondamentales, ou plutôt, plus le modèle permettra de calculer ces valeurs numériques, au lieu de toujours se tourner vers l'expérience pour les mesurer et se dire, bon, ben, pourquoi cette valeur, mais c'est cette valeur, je la mets dans mon modèle. Plus il permettra de calculer ces constantes, plus il sera une meilleure approximation de l'univers. Et ce modèle-là, ça c'est le résultat absolument fondamental qui permet de considérer ce modèle comme la meilleure approximation que nous tenons actuellement
de l'univers, ce modèle a calculé 6 des constantes fondamentales les plus essentielles. La solution, disons, sur ordinateur de ce modèle permet de calculer la vitesse de la lumière, la constante de Planck, la charge électrique élémentaire, et 3 des autres constantes qui sont la masse de l'électron, la masse du méson mu et la masse du tour. Et dans ces relations avec la théorie des hadrons, il a permis de calculer aussi la masse du nucléaire. Autrement dit, je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais c'est quand même important de le dire, parce qu'il s'agit de savoir sur quel terrain nous sommes, si je puis dire. Est-ce que c'est un terrain mouvant, spéculatif, ou est-ce qu'on peut affirmer que c'est actuellement quelque chose qui correspond, qui est un modèle, disons, qui est une bonne approximation de l'univers? Eh bien, on peut affirmer, et je crois que c'est tout à fait fondamental, que le modèle de cette particule ponctuelle qu'est l'électron comme un micro-trou noir, si vous voulez, ou plutôt comme un modèle refermé sur l'imaginaire, c'est-à-dire possédant un micro-univers qui possède un espace et un temps, ou qui mémorise spontanément et qui ordonne les informations mémorisées, ceci, c'est actuellement la meilleure approximation que nous ayons de représentation de ces particules. Alors ça, c'est très important parce que cela veut dire que ça a tout de suite des conséquences qui ne sont pas simplement des conséquences en physique importantes, mais il y a des conséquences aussi qui nous concernent tous. Cela veut dire que vous avez dans votre corps des électrons autour de chacun de vos atomes qui sont des particules qui mémorisent et qui organisent l'information. Quand je vous dirais que ces particules sont nées avec le début de l'univers il y a 15 milliards d'années, et qu'elles sont éternelles, pratiquement, comme le confirme le physicien, eh bien, à ce moment-là, cela veut dire qu'elles sont nées au début de l'univers, et que depuis le début de l'univers, graduellement, par l'expérience qu'elles ont faite autour d'elles, elles ont accumulé continuellement l'information et ordonné l'information. Quand je rajoutais aussi que, étant donné qu'il s'agissait d'une particule ponctuelle et qu'il existe chez l'autre catégorie de particules des hadrons quelque chose qu'on appelle les quarks, qui ont aussi cette particularité d'être ponctuels. On a donc étendu la modélisation des particules ponctuelles, des électrons, aux quarks. Et la chose a collé exactement de la même façon, de telle sorte que ce que l'on doit affirmer actuellement, c'est que toute la matière actuellement est une matière qui est porteuse potentiellement de propriétés de mémorisation et d'organisation de l'information mémorisée. C'est un résultat important parce que cela veut dire que si vous considérez maintenant le réel, de nouveau, et vous prenez une particule ponctuelle, par exemple, dans le réel. En réalité, elle a, dans l'imaginaire, elle a les deux choses, si vous voulez. Elle est un point dans le réel, mais ici, elle a une structure. Elle est, de l'autre côté, un univers, un micro-univers, avec des choses qui se passent là-dedans. Elle a donc, par conséquent, elle est vraiment réelle plus imaginaire. Elle a vraiment, je vais caricaturer un petit peu, je vais dire un corps, si vous voulez, parce que là j'en prends une qui est un point, on pourrait également supposer qu'il y a des ensembles de points. Et si vous voulez, il y a ici un corps, par conséquent, qui est dans le réel, quelque chose de matériel, et là également, il lui est associé un micro-univers, où précisément, ici c'est l'imaginaire, où l'information est capable de se mémoriser et de s'ordonner. Alors, immédiatement, la première chose qui a été faite, c'est d'utiliser ça en physique. Pourquoi en physique? Parce que c'est important dans un problème qui est un fameux problème, qui est le problème onde-corpuscule. Cette fois-ci, en relativité complexe, la partie réelle ici, la partie ponctuelle si vous voulez, on peut lui associer l'aspect corpuscule, mais maintenant,
Avant, c'était absolument impossible, tant qu'on regardait les choses dans le réel. Si on voulait tout représenter l'onde et le corpuscule dans le réel, ça correspondait à dire une chose est en même temps continue et discontinue. Continue comme une onde et discontinue comme un corpuscule. Ça n'allait pas. On était véritablement... À partir du moment où on a deux espaces, si je puis dire, et que vous dites une chose qu'elle n'est pas uniquement un corps, uniquement réel, qu'elle n'est pas non plus uniquement imaginaire, mais qu'elle est les deux. À ce moment-là, on a tout de suite été conduit à considérer la possibilité de génération d'une onde, finalement, dans l'imaginaire, ici. Et par conséquent, on a été conduit à associer, d'ailleurs c'est une chose qui en mécanique quantique était vraiment devenue comme quelque chose qui s'est imposé de plus en plus, c'est que l'onde, vous savez qu'il y a toujours une fameuse onde psi, eh bien cette onde psi qui s'associe à un corpuscule, on a toujours dit que c'est une onde subjective. Maintenant on comprend pourquoi on a été amené à l'appeler une onde subjective et non pas une onde objective. C'est qu'en réalité cette onde se générait dans la partie imaginaire. Alors je vais simplement, pour quand même arriver à ce qui nous intéresse le plus, c'est les particules, la biologie et des choses comme ça, je voudrais quand même que vous voyez bien, car c'est tout à fait fondamental, le changement d'approche que ceci représente. Sur le plan formel, ceci, en le justifiant, entérine, si je puis dire, la mécanique quantique et conduit à exactement, selon l'interprétation de Copenhague, à ce qu'on appelle un probabilisme strict. C'est-à-dire que c'est un probabilisme qui n'est pas statistique. Par conséquent, sur le plan formel, les choses s'opèrent de la même façon. Mais sur le plan de l'interprétation auquel on a conduit, ceci est sensiblement différent, je dirais même tout à fait différent. Quand vous prenez, on va la représenter ici, voilà un corpuscule, ponctuel si vous voulez, qui se déplace. Bon. Cette particule, vous allez... on va prendre par exemple l'expérience qu'on appelle l'expérience des trous Young. Vous allez faire passer cette particule dans un écran qui est percé de 2 trous. Voyez-vous ? Bon, alors ici, l'onde psi était une onde plane, étendue, si vous voulez, qui ici va passer par les trous et va faire... Alors je dessine l'écran de ce qu'on va voir ici. Si vous faites passer un électron ou plusieurs électrons, vous allez voir ce qu'on appelle des anneaux de diffraction. Bon. Je m'excuse d'utiliser autant de papier, mais c'est important. Qu'est-ce que dit la mécanique quantique? Et là, on est dans le subjectif, c'est très important. Elle dit, je vais représenter, en fonction de la distance à mon écran, par exemple, où vont aller les électrons qui vont passer par les trous. Alors, on trouve qu'il y a une probabilité qu'on écrit psi 2 qui est... alors, vous voyez ce qui se passe, vous aviez un écran, un électron qui se déplace comme ça, et puis ici, bon, alors, si on prolonge, malgré qu'il y a des trous ici, bon, la probabilité la plus grande de le trouver, c'est ici, c'est-à-dire, vous allez donc avoir une probabilité qui va faire ceci. Alors, voyez, vous avez pour R égale 0, c'est-à-dire au centre de l'écran, c'est là que vous avez la plus grande probabilité. Et puis ensuite, vous aviez des anneaux, je vais dessiner les anneaux, c'est-à-dire que l'électron n'a pas tendance, on n'a pas tendance à le trouver ici, à une certaine distance, puis de nouveau, on va avoir un nouvel anneau, on a tendance à le trouver là, puis de nouveau un trou, et puis ensuite, et ça décroît comme ça jusqu'à l'infini. Avec l'interprétation de la relativité complexe, qui est une onde où l'électron possède, associé à lui, c'est ça la grande différence. Voyez-vous, cette onde psi, dans la mécanique quantique classique, nous sert à nous, observateurs.
Nous sommes les observateurs, les physiciens observateurs. On veut savoir où est-ce que je vais trouver l'électron, qui a l'air de suivre des trajectoires bizarres, de façon à aller former des ronds, par exemple, alors que je l'ai envoyé dans une direction bien donnée. Il va de préférence à des endroits donnés, et dans d'autres, il n'y va pas, ou il y va beaucoup moins. Alors, ici, l'onde associée à la particule, qui permet de prévoir ceci, c'est une onde qui sert à l'observateur. Quand on dit que c'est une onde subjective, dans la mécanique quantique traditionnelle, c'est de dire c'est une onde qui est associée à moi, observateur, pour me permettre de trouver où vont aller ces corpuscules, ces boules de billard de matière, si vous voulez, que sont les électrons. Ici, rien à faire, on ne peut pas dire ça. En réalité, l'onde psi est une onde subjective associée à chaque particule. Et par conséquent, ce que va représenter le psi 2, bien ça va être quoi? Ben, je serai bref, mais c'est intéressant vraiment de réfléchir à ceci. On peut dire que le psi 2, qui est la probabilité d'aller ici ou là, va représenter, psi 2, va représenter les autres, d'abord, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a mis sur le trajet de l'électron, et ce que vous avez mis de matériel, c'est encore de la matière, par conséquent, c'est les autres, plus, alors là, ça peut faire bondir certains, plus la culture de l'électron. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et alors, il y a un papier d'ailleurs absolument sensationnel de John Wheeler là-dessus. En réalité, c'est quoi? C'est les autres plus les lois de la physique. Mais les lois de la physique, dans le contexte de la relativité complexe, les lois n'existaient pas au départ. Les électrons se comportent comme nous-mêmes, un groupe, supposé que nous soyons dans cette salle, et que nous n'ayons aucune loi sociale au départ. Nous allons passer 10 jours, 20 jours, 30 jours, on va finir par établir des lois entre nous. Par exemple, je ne dois pas battre mon voisin, je ne dois pas le voler, je dois encore moins le tuer. Et le groupe va établir un certain nombre de lois. Et ces lois, eh bien, elles vont finir par devenir les lois du groupe, que certains respecteront strictement, que d'autres respecteront beaucoup moins, car nous avons tous la liberté de désobéir dans un groupe comme ça aux lois. C'est-à-dire à quoi aux lois? C'est aux habitudes mentales finalement, aux habitudes que nous avons prises entre nous et aux conventions qu'on a prises entre nous, voyez-vous, pour fonctionner en groupe. Wheeler montre que les lois physiques ont été créées exactement de la même façon. Au début de l'univers, il n'y avait pas de loi physique. Mais étant donné que les particules ont des possibilités de dialoguer pratiquement ensemble. Elles sont exactement comme le groupe qui est ici. Et peu à peu, les lois physiques ont été générées par conséquent par une sorte de consensus entre les particules. Par exemple, les particules ont décidé que la gravitation ferait s'attirer les particules et non pas se repousser. Voyez-vous, c'est des conventions de ce type-là. Ce que nous avons ici, par conséquent, on va dire que l'électron, quand il sort des deux trous, il peut aller, alors j'insiste ici, il peut aller n'importe où, n'importe quelle distance, il pourrait même aller à l'infini. Hein. Il a l'air de choisir d'aller quelque part lui-même, il y a donc un choix. Il y a un choix, mais un choix dans le cadre d'un certain nombre de choses qui va être dessiné par la forme de cette courbe, qui va indiquer que il y a, disons, en tant que groupe, les lois, si vous voulez, de comportement des électrons conduisent à ce que la plupart des électrons, compte tenu de leur culture propre et de ce qui existe comme contexte matériel sur leur chemin, eh bien, les électrons vont en groupe se comporter de cette façon-là. Ceci, ça paraît un petit peu peut-être subtil, mais c'est très important parce que ça montre deux choses, si vous voulez. Ça montre que, d'abord, chaque électron a
en lui-même sa propre culture, c'est-à-dire qu'il est déjà imprégné des lois qui se sont imprégnées en lui, qui ont été mémorisées depuis des millions, des milliards d'années. Mais également, ça prouve une autre chose qui est essentielle, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps d'en parler ce soir, qui est le fait qu'il a une liberté de choisir. Quand il sort de son trou, il sait comment le groupe se comporterait. Il sait les directions qui vont être le plus utilisées. Mais il a néanmoins une possibilité de ne pas se comporter comme le reste. C'est-à-dire qu'il a à la fois la culture, il sait comment les choses vont se comporter en groupe, mais il a également une liberté de choix, puisqu'on peut le trouver aussi bien à cette distance-là qu'à l'infini. Il choisit complètement sa direction. Alors, ceci, c'est, disons, le niveau d'un électron c'est un électron qui aurait réuni, si vous voulez, peu d'informations. C'est un électron qu'on pourrait appeler un électron du minéral, si vous voulez, qui sont évidemment les plus nombreux. Mais ce qu'on vient de mettre en évidence, c'est que les électrons se distinguaient les uns des autres, puisque suivant l'expérience qu'ils avaient vécue, ils étaient capables de mémoriser toujours plus d'informations et d'ordonner toujours plus les informations. Alors là, c'est extrêmement intéressant, parce que quand on étudie ça sur le plan mathématique, comme on doit le faire en physique, on constate que, effectivement, le nombre d'informations que peut accumuler un électron sont d'ailleurs quantifiés. C'est-à-dire, le nombre d'informations qu'il peut recueillir, au départ, c'est un nombre d'informations se présente comme le nombre 16 à la puissance n. Au début, c'est n égale 1, c'est-à-dire par conséquent, vous en avez 16. En fait, ce petit n représente l'état de quantification interne de l'électron. C'est-à-dire, il porte en lui des photons, mais ces photons ne sont pas comme dans notre espace réel, ils auraient uniquement un état de spin, qui est l'état minimum. Là, cette lumière qu'ils portent en eux, vous voyez, c'est très curieux parce qu'on voit aussi apparaître, qu'est-ce qui va mémoriser finalement dans l'électron? C'est la lumière. Alors rappelez-vous tout ce qui a pu être dit sur la lumière. La lumière qui joue un rôle fondamental dans le monde, dans toutes les théories aussi alchimiques, le corps de lumière, Newton lui-même. Newton, qui quand il a écrit son optique, a dit « Je vous présente dans ce livre de la lumière, mais je vais l'appeler la lumière phénoménale. C'est la lumière que vous voyez autour de vous. » Mais, et là évidemment c'était ses réminiscences d'alchimie de Newton, il nous dit il y a une autre lumière qui joue un rôle beaucoup plus important dans les phénomènes du vivant et du pensant, et je vais l'appeler la lumière nouménale. Eh bien, le support finalement de toute l'information, le support qui va organiser spontanément les choses à l'intérieur de l'électron, qui va porter les informations, c'est finalement la lumière la même que dans notre milieu extérieur, dans le milieu de le réel, mais enfermée là dans un espace et un temps qui a des propriétés spéciales où cette lumière peut porter de plus en plus d'informations, et non seulement elle peut en porter de plus en plus, mais également elle va spontanément les organiser l'une par rapport à l'autre, exactement comme ce que vous faites dans votre esprit. Par exemple, vous prenez les mots du langage et vous organisez ces mots pour en faire des phrases. Eh bien, l'électron est capable de faire ceci. Alors, cela dépend. Un électron du commencement du monde, si vous voulez, c'est n égale 1, mais au fur et à mesure, ça va monter et ça marche par saut. N égale 2, eh bien, ça fait 256. Information, c'est toujours très peu. Ensuite, ça saute par multiple de 2. Vous avez n égale 4, n égale 8, n égale 16. On va s'arrêter là. Mais là, vous apercevez que les informations montent très très vite. Je les ai calculées pour vous. Pour n égale 4, c'est 65 536. On manipule donc déjà 65 436 informations discrètes, c'est-à-dire informations vraiment indépendantes l'une de l'autre, qui en fait dans les équations qui traitent tout ça sont ce qu'on appelle des conditions initiales.
des constantes d'intégration. Quand vous êtes à n égale 8, alors là, vous avez 4,3 milliards. Et pour n égale 16, vous en avez 1,85 10 puissance 19. Alors, bien, je dois dire que la tentation est grande, vraiment elle est très grande, de faire correspondre ceci avec des électrons qui ont des caractéristiques différentes au point de vue, qu'est-ce que je vais dire, psychique, par exemple. Puisque finalement c'est ça, puisqu'ils enferment des informations qu'ils organisent. Ici, eh bien, d'ailleurs, pour 16, généralement, ce qu'on a tendance à dire, c'est que ceci correspondrait au minéral. C'est d'ailleurs les électrons qui sont le plus répandus, c'est le minéral, voyez-vous. C'est évidemment les plus nombreux, qui sont restés au stade de minéral. Mais vous avez ensuite, et pourquoi pas, vous avez ici beaucoup plus d'informations, 256, pourquoi pas, on pourrait dire. Là je spécule un petit peu et je rêve. Hein. On pourrait faire correspondre ça au végétal, mais vous voyez, vous remarquez qu'il y a quand même des sauts assez différenciés dans l'évolution, si vous voulez, du vivant. Bon, alors continuons, pourquoi pas. Ensuite, là, nous allons faire correspondre ceci à l'animal, par exemple. Et puis, évidemment, par exemple, hein, c'est tout à fait, voilà, un humain. Et voilà. Ici, on peut appeler ça un super-humain. Pour reprendre la terminologie de Teilhard, puisque Teilhard parlait de super-pensants, ce que je voudrais indiquer, c'est que vous voyez, les électrons, les plus nombreux, ils montrent, j'ai montré l'onde de psi qu'ils avaient, qu'ils sont capables par conséquent d'avoir une certaine culture qui tient compte des autres. Culture, cela veut dire qu'ils ont appris des lois, ils sont donc soumis aux lois physiques, si vous voulez, mais à l'intérieur de ces lois physiques, ils sont capables d'un choix complètement indépendant. Eh bien, l'expérience des électrons, et quand je suis dit électron, je suis trop restrictif, puisqu'on a vu que toute la matière portait des structures ponctuelles capables d'accumuler l'information, comme les quarks pour les hadrons. Au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, ils accumulent l'information. Et on peut penser que, bien entendu, il va y avoir des sortes de sauts, si vous voulez, ces électrons, qui vont d'ailleurs pouvoir se traduire toujours de la même façon, par une certaine onde psi, si vous voulez, mais que je représenterai de la façon suivante. Voilà le psi 2, toujours. Et ici, j'indiquerai ici les actions possibles. Actions possibles. Alors, vous avez un psi 2 qui a cette forme-là, en gros, et dans des conditions données, on va continuer. Les électrons, il y en a qui ont précisément énormément des milliards d'informations. Eh bien, ceux-là, on peut savoir collectivement quel type d'informations, telles ou telles actions ont plus de probabilité que d'autres, dans une circonstance donnée, de pouvoir être accomplies. On peut mettre ici toutes les actions possibles. Et puis il y en a d'autres qui ont moins de possibilités de se produire. Mais, voyez-vous, ceci c'est la culture, les préjugés, compte tenu de ce que chacun de nous a appris, a été informé. Je ne parle pas depuis notre naissance, depuis ce que les électrons appuient depuis des milliards d'années. Ils ont un certain nombre d'actions possibles, ils ont appris un savoir-faire. Comment ne pas parler d'un savoir-faire, d'ailleurs, quand on regarde le vivant, quand on voit la plus petite structure vivante, si on ne veut pas lui reconnaître quelque chose, au moins un savoir-faire, c'est-à-dire un subjectif, finalement, ben c'est vraiment, je crois, y mettre de la mauvaise volonté. Alors, suivant, voyez-vous, ce qu'ils ont accumulé, je parle de la culture de ces électrons, ils vont avoir, ils peuvent, avec une certaine probabilité, accomplir telle ou telle action. Mais, très important aussi,
ils ont une liberté complète de choix. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité. On sait que leur culture indiquerait, par exemple, que telle ou telle action sont prioritaires, mais ils peuvent quand même accomplir exactement une action de leur choix. Ils ont la liberté. Alors, ces idées-là, je pense qu'au niveau actuellement où on en est de ces recherches, il faut bien distinguer où en sont les choses. Qui se disent. Les choses que l'on peut affirmer, c'est que le meilleur approximation actuelle des particules ponctuelles et donc des particules qui forment notre matière, c'est sans aucun doute un modèle qui est capable de mémoriser et d'organiser l'information. Ça, c'est une chose que je crois on doit pouvoir affirmer d'une façon certaine. Maintenant, à partir de là, il y a, on s'en rend compte, un impact qui va à la fois rejaillir sur la physique, c'est là où effectivement, actuellement, il y a beaucoup de choses qui se discutent, mais il faut y aller quand même très prudemment. Car, bien sûr, ceci demande de reprendre, disons, de reconsidérer l'approche même de la connaissance dans ce domaine. Ça pose des problèmes, on vient de le voir, comme le problème de la liberté. D'où est-ce que, par exemple, le modèle de l'électron tel que je vous l'ai fourni, en réalité, c'est un robot. Il est associé, si vous voulez, à une certaine culture, mais un robot peut avoir une culture. On peut lui mettre dans la mémoire des quantités d'informations et même lui laisser une certaine fonction aléatoire, de manière qu'il exécute avec une certaine probabilité telle ou telle action, qui se dirige par exemple à tel ou tel endroit. Mais on a précisé, et ça c'est un résultat fondamental qui trouble la mécanique quantique depuis d'ailleurs 1920, c'est qu'en fait, il n'obéit pas strictement à ces lois. Il a encore une liberté. Et ça, un robot n'a pas la liberté. Il faut absolument, pour avoir la liberté, qu'il soit relié à quelque chose qui transcende l'espace et le temps. De sorte qu'en physique, la notion qui est la plus fondamentale, nouvelle, qu'ils introduisent, c'est la notion d'être. C'est très curieux, parce que la physique a rejeté tout ça il y a encore quelques années. C'est-à-dire être qui transcende les représentations qu'on donne dans l'espace et le temps, en ce sens que ceci n'est pas dans l'espace et le temps. Et nous serions, d'une certaine manière, c'est très curieux que ça vienne en physique, nous serions d'une certaine manière, pour quelque chose qu'on appelle maintenant le surconscient, reliés à quelque chose qui transcende l'espace et le temps, et d'où viendrait le fond de la liberté individuelle que l'on peut avoir chacun. Alors, je n'insiste pas sur ce point-là, mais non seulement c'est une question sur laquelle se penchent maintenant très très sérieusement les physiciens, mais également sur laquelle se penchent les psychologues, comme vous le pensez bien, en particulier dans quelque chose qu'on appelle maintenant la psychologie systémique, où on considère que nous sommes formés de particules pensantes, particules qui sont capables de dialoguer, d'échanger, et qui ont en elles finalement trois catégories d'informations qu'on peut considérer, deux grandes catégories, mais trois catégories. Les informations que nous avons emmagasinées depuis ce qu'on appelle notre naissance. Alors celles-là, toutes les particules de notre système nerveux en particulier, les ont toutes à peu près en commun, et par conséquent, le dialogue qui peut s'engager entre les particules autour de ces informations qu'elles ont toutes en commun, eh bien, c'est un dialogue qui va être relativement facilité, qu'on va appeler le conscient. Et puis en dessous, vous allez avoir une zone que l'on appelle souvent le subconscient, qui est simplement les informations du conscient qui ont quand même été oubliées, si je puis dire, et vous avez l'inconscient, car toutes les particules dont vous êtes fait sont nées avec le commencement du monde. Vous avez donc en vous des quantités d'informations
qui ne sont pas des informations que vous avez apprises depuis votre naissance. D'ailleurs, si vous n'aviez pas ces informations, vous arrêteriez immédiatement de respirer ou votre cœur de battre. Donc il y a donc là un savoir-faire inconscient, qui correspond à tout le système neurovégétatif, si vous voulez, et qui évidemment a une grande importance en matière de psychologie. Et puis on vient de le voir, il y a aussi quelque part quelque chose qu'on va appeler le surconscient, qui est relié à quelque chose qui transcende l'espace et le temps. Alors, donc, impact de ces idées-là, sans aucun doute, sur le plan de la psychologie. Impact aussi sur le plan de la biologie, vous le voyez, ça paraît très clair. À partir du moment où on suppose que les particules de matière sont capables d'emmagasiner l'information et de les organiser, c'est-à-dire d'apprendre un savoir-faire, toujours ascendant, eh bien, on peut penser que les passages d'un niveau à un autre du règne du vivant, en particulier, ne se fait pas au hasard ou par suite d'interactions, disons, entre boules de billard qui auraient particulièrement réussi. Ici, il n'y a plus vraiment de hasard, il y a vraiment des structures conscientes qui, dans un premier stade, comme nous le faisons d'ailleurs nous-mêmes, si nous le faisons comme ça, c'est parce que, en fait, nos particules le font comme ça. Eh bien, on cherche à se regrouper. On cherche à se regrouper pour toujours accroître, disons, la qualité et la quantité des informations qu'on va acquérir sur le réel. Et de cette même manière, par conséquent, nous allons avoir des niveaux de l'être vivant qui va passer du minéral au végétal, végétal à l'animal, l'animal à l'humain, et la progression va continuer avec une sorte d'objectif très vague mais très précis aussi, qui est l'augmentation continuelle de négantropie, c'est-à-dire accroissement à la fois de la quantité d'informations qu'on peut emmagasiner et également des possibilités, je dirais presque de raisonnement, c'est-à-dire la possibilité d'organiser ces informations. Donc la biologie va apparaître sur le plan de l'évolution en particulier, va donner naissance à ce qu'on appelle déjà maintenant la psychoévolution, c'est-à-dire une évolution qui est basée sur une matière qu'on reconnaît comme étant psychique. Et puis alors, en ce qui concerne le fonctionnement du corps humain, alors, ou du corps, de n'importe quel corps d'ailleurs, prenons notre corps, propre corps, puisque ça nous intéresse particulièrement, c'est évident que ici, ceux qui ont, disons, toutes les possibilités de jouer d'une façon essentielle, c'est notre matière, c'est nos particules, c'est elles qui dialoguent continuellement ensemble, c'est elles finalement, là, c'est là qu'on aperçoit, disons, l'importance, le potentiel que nous avons en nous-mêmes de réparer quelque chose qui se déséquilibre. Car en fait, c'est exactement comme ces particules sont comme un groupe que nous formerions nous-mêmes en tant qu'êtres pensants. Alors, les médicaments, si vous voulez, traditionnels, c'est quoi? C'est finalement quelque chose qui est du minéral que vous venez ajouter. Et effectivement, ça a des effets. Je ne veux pas, évidemment, essayer de jeter la critique à toute la pharmacopée. Mais on sent bien, et ceci, je crois que dans les médecines se répand de plus en plus, on sent bien que finalement, nous avons en nous, et qu'il existe sans aucun doute des moyens pour rétablir l'harmonie en faisant intervenir ceux qui véritablement sont le plus près de ce qui ne va pas. Et en réalité, qui sont eux-mêmes ce qui ne va pas et qui peuvent donc devenir ce qui va aller. Et eux. Donc, on sent que là, il y a sans aucun doute potentiellement des développements très très importants en ce qui concerne la médecine de demain. Je n'hésiterai pas à dire que nos médecines actuelles, ou beaucoup de ces médecines apparaîtront vraiment dans très peu de dizaines d'années ou très peu d'années comme des médecines de Molière. Bon, et le dernier impact, je crois que on va peut-être s'arrêter là. Le dernier impact, mais très important aussi, c'est l'impact en philosophie. Là, je n'insiste pas, mais il y a des choses effectivement très très intéressantes, en particulier sur le fait que
Voyez-vous, on est conduit à traiter finalement l'être comme en théorie des ensembles, c'est-à-dire on considère que c'est le tout, on l'appelle un, et puis vous avez quelque chose qui correspond à l'ensemble zéro, qui correspond. Alors là, je suis obligé d'aller trop vite, c'est pas très intéressant d'en parler d'une façon si brève, mais on a quelque chose, si vous voulez, il y a quelque chose dans l'être qui correspond en fait de point de référence de tous les êtres, mais dont on ne peut pas parler qu'il est personnel, ni temporel, car en fait, l'être, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est quelque chose qui transcende l'espace et le temps. Mais nous sommes reliés avec ce quelque chose qui transcende l'espace et le temps. On rejoint finalement ici toute la philosophie orientale qui nous dit que l'âme personnelle est l'âme universelle finalement. Mais cette âme universelle, il faut... C'est faux, si vous voulez, si on essaye de la placer. Ça n'a pas de sens de parler de l'immortalité de cette âme. Parce que, non pas parce que l'immortalité n'a pas de sens, mais c'est simplement que si ça n'existe pas, ça n'existe pas la notion d'immortalité, parce que c'est hors de l'espace et du temps, ça transcende. De même le personnel. Ici, il faut l'espace pour le personnel. Or ici, ça transcende. Par conséquent, c'est quelque chose que vous devez concevoir, que vous devez approcher différemment. De même, on ne doit absolument pas penser que ceci conduirait, par exemple, que tout ce contexte conduirait à une évolution qui aurait une certaine finalité, parce que le choix que chacune de vos particules, que chacun de vous, vous avez un libre choix, vous avez une liberté. Alors, on a déjà cherché à voir si cette liberté, qui en réalité fait que nous ne sommes pas un robot, que les particules ne sont pas des robots, mais prennent cette liberté dans l'être, précisément dans quelque chose de transcendant, est-ce qu'il n'existerait pas un déterminisme sous-jacent, ou une finalité sous-jacente, qui se trouverait au niveau de l'être? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que dès que vous parlez d'un déterminisme, ça veut dire que vous regardez quelque chose qui se situe dans le passé, avec des causes qui vont entraîner des effets, ou alors un finalisme, cela veut dire qu'on va vers un objectif, c'est-à-dire qu'on regarde quelque chose dans le temps. Or, ceci n'a absolument aucun sens, voyez-vous. Alors, toute l'approche philosophique, toute l'ontologie a besoin ici d'être... C'est d'ailleurs tout à fait passionnant, parce que là, nous sommes vraiment sur les problèmes fondamentaux, mais ces problèmes, voyez-vous, viennent maintenant se placer dans le cadre de la connaissance de la science, d'une façon d'ailleurs interdisciplinaire, parce que ça touche pratiquement, on peut dire, toutes les disciplines de la connaissance. Bon ben voilà, je crois que maintenant je vais m'arrêter là, puis je vais vous demander de poser quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions, par conséquent, auxquelles je répondrai volontiers si je peux? Pour en revenir au tout début de l'exposé, qu'est-ce que c'est ça? Entre l'imaginaire et le réel, quand vous étiez parti sur la densité, alors est-ce que c'est un paramètre important, quelque chose qui devient de plus en plus dense, passe dans l'imaginaire? Est-ce que la densité est un paramètre important pour ça? Oui. Parce que si on poursuit l'idée, moins c'est dense, plus c'est réel. Ah non, non, non. Non, les choses se densifient dans le réel. Et à partir du moment où la densité passe un certain seuil, à ce moment-là, l'espace réel, si vous voulez, les choses se transfèrent dans l'imaginaire. Ah d'accord. Voyez-vous? La densité, une densité, c'est une densité de matière, hein, c'est le rapport de la masse sur le volume occupé, hein, si on suppose les choses homogènes. Une étoile, par exemple, si elle diminue son rayon avec toujours la même masse, en gros la même masse dans l'étoile, elle devient de plus en plus dense. Voyez-vous? Et c'est un paramètre important, mais enfin, qui n'a pas une importance particulière par rapport à la structure de l'imaginaire, si vous voulez. Oui.
dans vos différents livres. Ah oui, alors attendez, je vous arrête parce que Éon, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Oui. En fait, on appelle Éon finalement, surtout au départ, où les électrons étaient considérés comme les particules vraiment porteuses d'esprit, les seules. Et on l'appelait Éon parce que Éon, c'était le nom qu'avait donné la gnose du 1er siècle de notre ère à une particule porteuse d'esprit. Déjà, on pensait à ce moment-là particule de porteuse d'esprit. Alors, éon, ça veut dire électron simplement, mais ça veut dire quand on en parle non seulement selon le modèle traditionnel, c'est-à-dire avec toutes ses propriétés traditionnelles, champ électrique, etc., mais également le fait que c'est qu'un objet, on pourrait dire presque creux, c'est pas bon de dire creux parce que c'est un micro-univers, c'est une particule qui possède des potentialités de mémorisation et d'organisation de l'information. Oui, je vous ai coupé. Oui, non, c'est ce que je voulais essayer de vous demander. La notion d'éon, justement, quelle en était par rapport à la gnose et quelle était un peu votre position intime par rapport à cette gnose, ayant pris ce mot à un moment donné, plus par rapport à vos différentes... ce que vous nous avez montré dans différents ouvrages. Ben oui, je pense que la notion s'est généralisée, si vous voulez, à partir du moment où toute particule de matière est porteuse d'esprit. Hein. C'est-à-dire que ça s'applique aussi bien aux électrons qu'aux composants des autres types de particules, c'est-à-dire les quarks qui composent les hadrons. Par conséquent, c'est plus général. Et d'ailleurs, je dois dire que le fait que l'univers nous présente une particule particulière, qui serait porteuse d'esprit, est quand même un peu chiffonnant, si je puis dire. Parce qu'on ne voit pas pourquoi il y en aurait qui n'en ont pas d'esprit. Alors, je pense que sous cette forme-là, c'est assez heureux, finalement, que cette généralisation ait pu être faite. Justement, au début de votre exposé, vous avez fait un petit rappel historique, en quelque sorte, pour nous amener aux conceptions modernes actuelles. Est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin et extrapoler pour le futur? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait amener les scientifiques actuels, les recherches actuelles, vers un état qu'on pourrait peut-être appeler dans 50? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose, un embryon de pensée plus... Je pense que ce qui va se produire, c'est précisément de détailler un petit peu plus dans plusieurs disciplines, si vous voulez, l'impact que ces notions-là peuvent avoir, avec comme résultat global le fait que ce qu'on appelle grossièrement l'esprit, si vous voulez, ou le spirituel, va jouer un rôle de plus en plus important par rapport au matériel. C'était Malraux qui disait que le XXIe siècle, comme vous le savez, serait spirituel, ou ne serait pas, d'ailleurs, ajoutait-il. Moi, je crois qu'il sera de toute façon, heureusement, mais je crois vraiment la science va se spiritualiser d'une façon... Mais c'est plus que se spiritualiser, parce qu'elle ne va pas laisser tomber la matière pour cela. C'est pas ça. C'est vraiment plutôt associer le spirituel au niveau le plus petit de la matière, et ce qui est très important dès qu'on commence à vouloir examiner ce que nous sommes finalement, et comment nous fonctionnons sur ce plan-là. Ce qui était complètement resté en dehors du champ, presque j'allais dire de la physique, mais presque de toute la science, parce que même quand on fait de la biologie, on ne fait pas intervenir le spirituel finalement. Écoutez, moi je suis passé à Apostrophe il y a 6 mois, et j'avais en face de moi Changeux du Collège de France, qui venait de sortir son livre, L'homme neuronal, où il dit à quoi bon encore parler d'esprit, puisque la matière suffit à tout décrire. Alors ça, vraiment, je suis persuadé que cette approche va complètement disparaître. On ne met pas pour aller vers le spirituel complètement, pas uniquement pour aller vers le subjectif, mais pour considérer que l'univers est fait d'une superposition de subjectif et de réel, et d'objectif. Aussi considérer que on peut considérer que les scientifiques vont peut-être changer leur façon de voir la métaphysique, dans la même continuation par rapport à votre théorie entre le passage du réel à l'imaginaire, l'un et l'envers de l'autre. Donc peut-être par ça, on va peut-être changer certaines notions à ce point de vue-là. Mais ce qui m'intéresse et ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce que vous avez dit, c'est un passage au moment où vous avez parlé de la mémorisation des électrons. Vous parlez des électrons comme les biologistes parlent un peu des noyaux, c'est très intéressant. Et est-ce que vous ne pouvez pas un petit peu développer
la raison ou la façon dont c'est mémorisé. Vous dites c'est la lumière, mais voilà. Eh bien, en fait, toute la théorie est déjà très très avancée de la mémorisation, qui est, vous avez raison de le souligner, qui est extrêmement important. Car il ne suffit pas de présenter un modèle global, il faut encore montrer comment les choses se mémorisent. Et alors, toute la théorie existait, ça s'appelait ça n'avait pas été fait pour ça, bien entendu, mais depuis 30 ans, il y a une théorie qui a été développée, d'ailleurs principalement en France, par De Broglie, Madame Tonnelat, qui s'appelle la théorie de fusion des spins. Et c'est exactement ça qui se passe, voyez-vous. Vous avez par conséquent la particule, l'électron, qui contient des photons de lumière. Et les photons de lumière ont d'habitude un spin qui est un spin 1. Mais ici, ces photons, c'est pour ça qu'on peut appeler une lumière qui est particulière. C'est pas la lumière qui est particulière, c'est l'espace et le temps de cet univers. Voyez-vous. Ici, le spin, l'action, si vous voulez, le spin peut monter. Il peut monter, on peut montrer que précisément, il peut monter à 2, puis 4, 8, 16. Voyez-vous. C'est-à-dire que... Alors, tout ceci, ça se traduit comment, au point de vue modélisation de la mémorisation? Bien par des systèmes d'équations. Et ces systèmes d'équations, bon, pour ceux qui sont mathématiciens, se traduisent... le nombre d'équations, c'est le nombre que je vous ai indiqué tout à l'heure, ici, 16, 256, 65 000, etc. Et 10 puissance 9 ici. Alors évidemment, ce sont des systèmes absolument énormes d'équations. Ce qui est intéressant, c'est que ces équations contiennent ce qu'on appelle des constantes d'intégration. Donc on doit introduire des constantes d'intégration qui sont précisément les éléments de mémorisation. Et où il y a des valeurs mémorisées. Pour que ces équations puissent fonctionner, il faut ajouter des constantes qu'on peut appeler arbitraires, on peut ajouter des constantes d'intégration. Et autant finalement qu'il y a d'équations qui sont là. Alors, il y a une chose d'ailleurs qui est très intéressante qu'on peut souligner aussi. Vous savez, je travaille aussi avec Pribram qui s'occupe du modèle holographique du cerveau. Quand je suis à Stanford, je suis d'ailleurs dans son laboratoire. Et vous savez que dans son modèle holographique, il remarquait que dans l'hologramme, vous pouvez prendre une toute petite partie de l'hologramme. En réalité, il contient toute l'image, toute petite partie. Or, ça, c'est la même chose. Le système d'équation qui décrit cette mémoire, si vous voulez, est tel que chaque petite partie, si vous voulez, de l'espace ici, si on l'extrayait et qu'on l'analysait, on trouverait évidemment toutes les équations qui seraient vérifiées, et on s'apercevrait qu'en réalité, cette petite partie contient tout l'ensemble. C'est-à-dire que c'est vraiment une structure holographique. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment... très particulier et qui apporte de l'eau au moulin du modèle holographique de Pribram en tout cas. Que l'esprit humain peut produire une lumière nouménale. On arriverait... L'esprit humain, il contient il est fait de particules, hein. Donc on pourrait admettre... on peut prendre les neurones. Il y a une chose qui est intéressante, c'est de voir que les structures du cerveau humain comportent quelques milliards de neurones, c'est-à-dire qu'on est dans des chiffres qui sont à peu près analogues au nombre d'informations que peut porter un électron. Je pense, si vous voulez, mon idée profonde, c'est que si vous prenez la matière qui est dans le cerveau humain, eh bien, on ne peut pas dire autre chose que ce n'est pas la même matière que la matière que vous allez trouver dans le caillou. Hein, c'est une matière qui porte véritablement des entités, des particules, qui, sans aucun doute, ont des propriétés de dialogue certainement très très étendues, et également d'organiser les choses, d'organiser spontanément les choses. Voyez-vous, elles ont un grand nombre d'informations. Elles ont possibilité d'ordonner spontanément ces informations et de communiquer avec leurs voisins. Hein. Par conséquent, c'est évidemment, on serait là, c'est pas comme si on n'est pas là devant un tas de cailloux ou un tas de boules de billard, on est là plutôt comme devant l'assistance de cette salle, si vous voulez. Des gens qui sont capables de penser, qui vont pouvoir faire des choses ensemble. C'est ça qui est complètement, qui je crois, est très fondamental au point de vue biologique, c'est que de toute manière, le vivant
et dans toute l'échelle du vivant, quand certains, on peut considérer qu'il y a différents seuils, eh bien là, d'ailleurs, ces seuils ne sont pas tellement nombreux, entre quand même des particules qui ne sont pas les mêmes, qui ont potentiellement d'autres possibilités. Si on développe cette lumière nouménale, si on la découvre intérieurement, elle peut déclencher la mémorisation et donc créer l'ordre. Ah mais attendez, la lumière nouménale, elle ne peut pas sortir des électrons. Hein. Ça sont des univers fermés, hein, complètement. Déclencher. Bah, vous ne pouvez pas la déclencher dans le réel, en tout cas. Vous pouvez déclencher. Ce que vous pouvez faire, c'est déclencher qu'un certain nombre de particules, de matière, commencent à échanger. Vous pouvez, si vous voulez, inciter à un dialogue. Voyez-vous, par une certaine interaction que je ne connais pas, vous pourriez inciter, si vous voulez, à une sorte de dialogue, à ce qu'il se passe quelque chose, si vous voulez. Mais vous ne pouvez pas extraire la lumière de ces particules. Hein. Elles ont chacune, si vous voulez, un imaginaire qui leur est propre, et elles peuvent communiquer entre elles. Et vous, exactement comme nous communiquons entre nous. Voyez-vous. Mais vous ne pouvez pas, de même que vous ne pouvez pas sortir, ce qu'on disait tout à l'heure, l'esprit, on ne le voit nulle part, hein, il est invisible. Vous ne pouvez pas sortir vos pensées et puis vous en servir comme ça. Hein, vous voyez, c'est pas. Enfin, concrètement, vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas sortir cette lumière parce que cette lumière, dès que vous l'auriez sortie, à ce moment-là, elle retomberait au spin minimum, puisqu'on disait c'était le spin 1, si vous voulez, et immédiatement, elle n'aurait plus du tout les propriétés qu'elle avait. Mais n'empêche qu'elle existe quand même, elle est là, elle existe dans toute la matière. Vous voyez, je crois que le changement de perspective, c'est qu'il faut se dire que nous sommes tous, mais ça commence dès le minéral finalement, c'est peu ou prou, nous sommes tous finalement faits de matière qui est capable, qui a des propriétés qui sont à la fois des propriétés de réalité, des propriétés du réel et des propriétés du subjectif. Et alors, plus ou moins, bien entendu, plus ou moins. Avec aussi cette chose qui est très importante, c'est la notion de liberté. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'insister là-dessus, mais c'est une notion extrêmement importante. Car sinon cet engin-là, si vous voulez, s'il est suspendu comme ça dans le vide, il peut avoir une culture encore, comme je vous disais, comme un robot. Il est comme un robot. Hein. S'il existe comme ça, il est comme un robot. Il peut avoir une mémoire, il peut avoir savoir les habitudes, c'est-à-dire les lois physiques. Hein, et ça peut être même d'une façon beaucoup plus sophistiquée. C'est pour ça qu'il appelait notre culture. Il peut avoir une certaine culture. Ça ne paraît pas ridicule de parler de ça. Mais cette culture, si vous voulez, vous pouvez décider vous-même en dehors des habitudes de la culture. Vous avez quelque chose, vous le sentez bien en vous, qui est libre. Vous pouvez vous taper la tête sur les murs si vous voulez, malgré qu'on a mis des murs. Vous avez une liberté, voyez-vous. Et cette liberté, alors, relie ceci, pour le sortir de l'état robot, vraiment, et relie ceci à quelque chose qui doit transcender. De sorte que je vous dis, c'est pas par goût d'introduire quelque chose qui ressemble à quelque chose de religieux là-dedans. Hein. C'est véritablement quelque chose qui s'impose pour faire un modèle tout à fait cohérent. Pour parler un peu de cette liberté, justement, je voudrais vous poser la question suivante. Quand vous parliez de la particule qui avait son potentiel de mémorisation et cette liberté, est-ce qu'une particule mise dans des conditions défavorables pour elle a la possibilité de jouir de cette liberté pour s'adapter à une nouvelle situation? Et est-ce que la mémorisation qu'elle véhicule fait qu'elle a envie, elle demande à revenir, si les situations changent et qu'on lui redonne des bonnes conditions d'existence qu'elle avait avant, en quelque sorte, de revivre cette mémoire qu'elle avait, de revenir dans le système dans lequel elle était installée? Non, vous voyez, la question demanderait, si vous voulez, à être examinée un peu en détail, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux choses, si vous voulez, pour la particule. Elle ne peut pas faire, d'abord, ce qui est absolument impossible de faire par les lois physiques. Il y a eu des lois physiques, de même, des lois physiques qui ont été mises, d'ailleurs, au point par la particule elle-même, voyez-vous. Mais
il y a des choses qui sont impossibles parce que j'ai dit la culture et les autres. Par exemple, il y a ce mur qui est là, si vous voulez. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voudrez, mais vous ne pouvez pas passer à travers ce mur. Mais en revanche, vous pouvez dans cette salle faire beaucoup de choses. Vous avez de l'espace libre et vous êtes libre ici. Alors, voyez-vous, la particule, c'est la même chose. Il ne faut pas dire qu'elle peut faire n'importe quoi. Hein. Elle doit tenir compte des autres. Et des autres, dans une maladie, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est sa relation avec les autres qui ne vont pas. Voyez-vous. Alors, il y a des choses qu'elle ne peut pas ne pas tenir compte des autres, si vous voulez. C'est important quand même. Moi, je peux faire beaucoup de choses, je peux être libre de faire tout ce que je veux ici, mais je ne peux pas me dire que je vais me passer de... vous êtes là, hein, vous êtes là, et je ne peux absolument pas faire. Il y a un certain nombre de choses que vous pourriez m'empêcher de faire. Alors voyez-vous, il y a donc une liberté, mais dans le cadre de ce qui est possible, en tenant compte des autres. Donc vous avez deux choses, si vous voulez, qui vous contraignent, si je puis dire. C'est d'une part les autres, et d'autre part, les habitudes, ce que j'appelle la culture, c'est-à-dire les habitudes, les préjugés, toutes ces choses-là. D'ailleurs, vous le sentez bien vous-même, voyez-vous. Et indépendamment de ceci, vous avez quand même quelque chose de tout à fait fondamental, qui est votre propre liberté, où vous pouvez vraiment décider quand même de faire ceci ou cela, dans la mesure où c'est permis par l'existence des autres et les préjugés que vous avez. Oui, madame. Attendez. Pardon. Ah ben oui, ceci c'est... Allez, on va encore prendre une autre feuille. C'est... vous prenez deux particules. Ah, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Est-ce que vous pouvez parler des propriétés psychiques des éons? Réflexion, connaissance, amour et acte. Oui, c'est ça. Alors, vous avez, par conséquent, qu'est-ce que peut faire une particule? Eh bien, elle peut d'abord prendre du réel des informations. Alors, en réalité, c'est pas du réel, c'est plus subtil que ça, mais enfin... Alors, là, ça s'appelle la connaissance. La réflexion, c'est que les informations qui sont ensuite mémorisées ici, on l'a vu, elles peuvent spontanément les organiser. Ça va être la réflexion. À l'inverse de la connaissance, elle peut agir sur le réel. Elle a aussi des possibilités, ça va être l'acte. Elle peut agir, c'est l'inverse de la connaissance. Et puis enfin, c'est ainsi que les philosophes l'ont défini. Ils ont défini l'amour comme le transfert direct, l'échange direct de conscience à conscience. Ben là aussi, on le voit, évidemment. Vous pouvez avoir ici l'échange direct de données mémorisées, disons. Alors ceci, ça va être l'amour. Bon, vous savez, c'est de toute façon, on retrouve ça ici, on peut évidemment appuyer ça par des concepts de la physique d'ailleurs, également de la philosophie, mais c'est vieux comme le monde parce qu'il y a 4 yogas, vous savez, qui sont ces 4 yogas-là. Si vous prenez Jung également, il a 4 propriétés psychiques. Ceux qui connaissent, enfin, Carl Jung, le sentiment, etc. Enfin, je connaissais ça, mais enfin, voyez-vous. Alors donc, il y a ces 4 propriétés-là. Moyennant ces 4 propriétés-là, eh bien, la négantropie de ces particules, par cet échange vécu, si je puis dire, c'était la négantropie, c'est-à-dire les nombres d'informations et l'organisation de ces informations va monter continuellement. Ça n'est jamais régressif, ça monte continuellement. Oui. Le problème que vous posez à l'heure actuelle n'est-il pas une difficulté à percevoir quelque chose qui ne serait pas lié ni au temps ni à l'espace? Est-ce que l'esprit humain peut-il concevoir cette chose-là ou au contraire est-il limité? Et c'est cette limitation qui l'empêche justement d'aller plus loin dans une forme de réalité. Alors, une seconde question, est-ce que les perceptions suprasensibles, c'est-à-dire où les phénomènes de clairvoyance suppriment un de ces paramètres-là, c'est-à-dire le temps? Bah, écoutez, de toute manière que l'espace et le temps
soient des notions, elles ne sont pas absolues non plus, si vous voulez. On doit donner des représentations dans l'espace et le temps, on situe les choses dans l'espace et le temps, mais on sent bien que ça n'est pas finalement le fond des choses, car l'espace et le temps eux-mêmes, ces notions-là, ont été finalement, ont dû être, sont créées, si vous voulez, sont apparues. Alors je ne sais pas si de toute manière, ce que je puis vous dire, c'est que si on veut être absolument cohérent, et il faut l'être dans une théorie comme celle-là, on est obligé de considérer, en particulier compte tenu de la liberté qui est expérimentale, la liberté dont je vous parle au niveau des électrons, même les plus simples, la possibilité qu'a l'électron, si vous voulez, et c'est une possibilité qui n'est pas statistique, qui n'est pas basée. Vous savez qu'on vient de démontrer justement qu'il n'y a pas une causalité cachée qui justifierait de ce fait-là. On vient de le démontrer avec en particulier ce qu'on appelle la non-séparativité, les équations de Bell, etc. Cette chose-là est bien maintenant démontrée. Il n'y a pas conséquent, il y a quelque chose qui est une liberté qui ne provient pas, voyez-vous, qui ne provient pas de quelque chose qui serait représentable dans l'espace et le temps. Vous savez, vous avez une boule qui tourne sur une roulette. Bon, en réalité, on dit qu'elle va n'importe où. Mais non, parce que si vous le prenez, si vous descendiez suffisamment en détail dans la structure de la roulette et de tout son chemin, en réalité, vous sauriez, dès le départ, si je puis dire, dès que vous lancez la boule, vous sauriez exactement où elle va. Jusque-là, voyez-vous, donc là, par conséquent, il y aura un déterminisme strict, en dépit des apparences de probabilistes. Mais là, en ce qui concerne l'électron, il est démontré que l'électron va aller, on va pouvoir le trouver ici ou là, indépendamment même des probabilités maximum dans l'attente, il peut aller n'importe où dans la zone qui lui est réservée. Donc il choisit, puisque on ne peut pas dire autre mot que librement choisir, puisqu'il ne s'appuie sur rien. Il ne s'appuie pas non plus sur ce qu'il a. Il ne s'appuie pas sur ce qu'il a mémorisé, parce que ce qu'il a mémorisé, là, on le place encore dans l'espace et le temps. J'ai mémorisé ça à l'année 1 milliard, etc. Et là, c'est pas ça. C'est vraiment, il ne s'appuie pas sur rien. L'univers tel que vous l'avez décrit semble en quelque sorte composé essentiellement d'une infinité de monades disposant chacune d'une densité d'informations qui n'est pas identique. Oui. Cette densité de Leibniz, oui, c'est vrai que ça ressemble beaucoup, d'une certaine manière. Cette densité d'informations étant différente, oui. Quelle est la raison de cette différence Est-ce que c'est une raison d'ancienneté d'existence de ces monades? Est-ce que c'est une raison d'expérience aléatoire entre les différentes particules? Autrement dit, ceci revient un peu aussi à poser la question, quelle est votre attitude devant le type d'existence, ou si on peut employer ce mot, de création de l'univers? Est-ce que vous penchez plutôt vers les théories de Gamow du Big Bang, ou plutôt celle de la création continue de Bondy et Hoyle? Car à ce moment-là, bien sûr, dans la théorie du Big Bang, on pourrait envisager qu'effectivement, presque toutes les particules ont les 15 milliards d'existences que l'on donne à peu près à l'univers actuel. Si par contre il s'agissait du steady state, à ce moment-là, les particules seraient engendrées par cette propriété spéciale qu'on avait donnée donc, à l'espace, d'avoir la capacité d'engendrer les particules, et on s'expliquerait parfaitement qu'il y ait toute une différence, toute une stratification entre l'ensemble des particules du point de vue de leur densité informationnelle. Vous savez, les particules, de toute façon, ont vécu des expériences différentes, même quand il s'agit de milliards d'années. Il y a des milliards d'années, il se formaient déjà des cailloux, puisque la Terre a été formée il y a 4 ou 5 milliards d'années. Bon, les particules bloquées, si je puis dire, dans un caillou, ne peuvent pas avoir eu l'expérience de particules qui ont fait toutes les expériences du végétal, de l'animal, de l'humain, etc.
conséquent, on voit déjà qu'il y a ceci qui différencie, disons, les particules suivant ce qu'elles ont vécu, suivant les circonstances aussi. Pourquoi pas, là, on peut mettre le hasard, suivant ce qu'elles ont vécu à cause de faits qui sont des faits fortuits. Mais surtout, il y a quand même la liberté que chacune de ces particules possède. Et de la liberté qui les fait. Cette liberté qui nous fait différents les uns des autres, hein, de toute manière. Même avec la même culture, et même dans les mêmes circonstances, nous allons agir, si vous voulez, différemment, parce que nous avons une liberté fondamentale. Il faut bien distinguer, il y a une liberté qui dépend de nos préjugés, de tout ce que nous avons acquis, y compris nos données inconscientes. Ce n'est pas de celle-là que je parle. Hein. Celle-là n'est pas de la liberté. Ce n'est pas la vraie liberté. Je parle d'une liberté dans le sens très fort de ce que les psychologues appellent l'imaginaire créatif, si vous voulez, c'est-à-dire qui, ne s'appuyant sur rien, transforme, disons, la forme, ou transforme l'incarné, si vous voulez, en quelque chose qui est concret, voyez-vous. C'est vraiment le passage, si vous voulez, de rien à, ou plutôt quelque chose qui transcende la représentation de l'espace-temps dans l'espace-temps, voyez-vous. D'ailleurs, tout ce processus, d'ailleurs, à partir de l'être, vous savez que... Alors, on ne voulait pas parler de philosophie parce qu'on n'a pas de temps, mais ça se ferait de... On a quand même essayé d'approcher justement ceci, c'est-à-dire, vous avez ici l'être, c'est le tout. Bon, qu'est-ce que va faire le surconscient, puisqu'il est relié avec l'être? Il va définir, par exemple, un concept A. Voyez-vous, dans l'être. Et automatiquement, il ne peut pas éviter de définir en même temps son complémentaire, le complémentaire au tout, qu'on désigne généralement comme A bar, voyez-vous. Et à partir de ce moment-là, voyez-vous, il va... Voilà, quand ceci devient une forme, voyez-vous, qui passe... On pourrait dire que ceci, c'est un archétype, si vous voulez. C'est une forme qui, en réalité, n'a pas de nom, n'est pas encore... dès que ceci va être nommé. D'ailleurs, on retrouve toutes les choses qui sont finalement dites dans l'écriture. Dans l'écriture, on parle par exemple de l'importance de nommer les choses. Il y a ceci, voyez-vous, qui est un archétype que j'aurais dû dessiner avec des points pointillés autour, parce que c'est simplement quelque chose qu'on ne peut même pas parler ayant une forme géométrique, rien du tout, c'est quelque chose. Quand ceci va être nommé dans l'imaginaire, alors là, ça va devenir quelque chose qui est un symbole, voyez-vous. Mais vous voyez que c'est ceci la véritable création, la véritable la construction, si vous voulez, du verbe. Le verbe, on peut dire que le verbe, c'est précisément imaginaire plus réel. Eh bien, en fait, ceci, ça va être l'imaginaire, si vous voulez. Ça va aller, quand ça va être symbolisé, quand ça va pouvoir prendre un nom, ça va venir dans l'imaginaire, c'est sur quoi va travailler l'imaginaire. Et ceci, on peut montrer, alors il faudra rentrer dans beaucoup plus de détails, que le complémentaire, ici, ça devient la substance, ça devient l'essence, si vous voulez, et ceci va prendre place dans le réel. Et il faudra attendre quand même que ça soit symbolisé pour que, ici, le abar va aussi être symbolisé, pour que véritablement ça devienne quelque chose sur lequel l'imaginaire va pouvoir travailler pour construire finalement sa représentation du réel et de l'imaginaire. Alors, tout ceci, finalement, c'est de la philosophie, c'est de l'ontologie, c'est de la métaphysique, et vous voyez que maintenant, ces concepts-là, c'est pour ça que je dis que la science devient très très interdisciplinaire, car vous voyez qu'on est obligé d'associer dans une discipline qu'on voudrait rendre cohérente, on est obligé d'aller chercher, vraiment de toucher aux autres disciplines. La biologie, la psychologie, la physique, la métaphysique. Tout ceci, d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on a été amené à... un certain nombre d'entre vous ont vu ce colloque, enfin, il y a eu le fameux colloque de Cordoue, Science et Conscience, mais moi-même, j'avais organisé en mai dernier au Maroc, à Fès, un colloque qui s'appelait l'esprit et la science, où alors se sont réunis des gens venant de toutes les disciplines. Hein. En fait, on avait 5 disciplines. On avait la physique, biologie, psychologie, philosophie
et des gens que je classerais dans ce qu'on appelle spiritualité, parce que pourquoi pas, spiritualité au sens large. Parce que aussi, ils étaient habitués à parler du spirituel. En considérant que c'est intéressant à ce qui donne leur avis. Et vraiment, ce colloque a été tellement intéressant. On a publié tout de suite cet ouvrage, qui réunissait 30 personnes, par conséquent, de toutes les universités, qu'on le recommence. Et cette fois-ci, ça s'appelle encore Science, l'esprit et la science, mais alors le titre sera plus particulier, et il ne vous étonnera pas, ça s'appelle l'imaginaire et le réel. Et puis, est-ce que c'est quelque chose de démontrable? Est-ce que ça peut avoir une formule, cette chose? Vous entendez quoi par la spiritualité? Justement, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Enfin, là, je suis un peu perdu par rapport à ce que je savais. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que peut-être des notions comme celle... celle, par exemple, mon âme est l'âme universelle. Par exemple, voilà une conclusion à laquelle on arrive, auquel arrivait la spiritualité orientale. Bon, ben... Est-ce que ça, de donner cette affirmation, par exemple, dans le cadre de la science occidentale, qui n'était pas vraiment... C'est vraiment, finalement, émettre une opinion ou une affirmation qu'on pourrait qualifier de spirituelle. On peut aussi l'appeler métaphysique ou philosophique. Il est évidemment, je pense que ceci conduit... à deux sortes de choses qu'on pourrait qualifier de spirituelles aussi, puisque notre esprit est porté par des entités éternelles représentées dans l'espace-temps, qui sont ces électrons, ces ions, enfin toute la matière finalement. Donc, ce qu'on appelle notre esprit, d'une certaine manière, encore faudrait-il voir dans le détail comment les choses peuvent se passer. J'ai essayé moi-même de le faire. Cet esprit, par conséquent, est immortel, puisqu'il est contenu dans des particules qui elles-mêmes sont immortelles. Bon, mais ça, à mon avis, c'est pas la bonne façon. Ça serait comme de dire qu'on construit un robot qui peut toujours acquérir des informations, il est immortel, bon d'accord, mais je veux bien. Mais c'est un robot quand même. On sent bien qu'on n'a pas touché le fond de la spiritualité. Alors à partir du moment où on veut véritablement aller à l'essence de la spiritualité, eh bien, on retombe finalement sur ce qu'ont dit toutes les religions, c'est-à-dire que c'est indicible, si vous voulez. C'est-à-dire, vous devez transcender, il y a quelque chose, nous sommes reliés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ceci s'impose pour assurer la cohérence de l'ensemble de ceci. C'est-à-dire que ceci s'impose de faire intervenir l'être défini comme l'entité transcendante dont on va extraire tout, y compris l'espace et le temps lui-même. Alors là, la vraie spiritualité, je crois, apparaît. De sorte qu'on pourrait dire, pour être très simple, très sommaire, que ceci n'engage pas véritablement à affirmer que nous sommes immortels, ni même que nous sommes une personne, si je puis dire, c'est-à-dire que nous sommes vraiment séparés de tous les autres et que nous avons une personne. Parce que cette notion de personne, ça veut dire que ça nous isole dans l'espace, et l'immortalité, ça nous isole dans le temps. Eh bien, ça serait alors, au contraire, en contradiction à la personne avec la non-séparabilité que démontre la physique, etc. Mais en revanche, nous sommes reliés avec quelque chose de transcendant. Et ça, je crois que c'est difficile d'éviter de rencontrer là des vraies notions spirituelles. De sorte que la spiritualité, comme elle existait, va probablement devenir une discipline de la connaissance aussi. Je ne sais pas si ça marche. Oui, on n'a pas posé de questions sur l'entrée, par contre, dans la matière, là, parce qu'on parle beaucoup de spiritualité, de philosophie. Moi, j'aurais envie d'entrer un petit peu dans la matière. Alors, je ne sais pas, on sort peut-être de votre spécialité en entrant dans la biologie. Finalement, les molécules qui composent la matière vivante
enfin la plus grosse partie en tout cas, ne sont pas très nombreuses. Enfin, plutôt les corps simples, je voulais. Hein, donc le carbone, oxygène, hydrogène, soufre, phosphore, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Et alors, quelle est votre position par rapport à ça? Et puis, je voulais poser une question par rapport aux transmutations. Est-ce que vous êtes intéressé aux problèmes des transmutations qui ont été étudiés par Kervran et la relation qu'il peut y avoir avec le système? Ça, il faudrait examiner ça plus en détail. Il est certain que je crois que la transmutation paraît plus facilement pensable, probablement, à partir du moment où la structure des particules, où les particules elles-mêmes disposent de certaines possibilités et d'une certaine liberté qu'on n'octroyait pas facilement avant. Maintenant, je pense que Kervran, j'ai connu Kervran, il avait c'est tout à fait passionnant sur le plan expérimental, tout ce qu'il a montré. Hein. Mais je crois qu'il avait un défaut, c'est qu'il se mettait toujours... il voulait créer... C'est ce qu'a fait d'ailleurs Leibniz, ce qu'ont fait Descartes, qui ont eu beaucoup de notions. Les monades, par exemple, de Leibniz. C'était très bien, mais ces monades se plaçaient et nécessitaient pour se justifier de ce que j'appellerais une physique parallèle. Leibniz a été un grand mathématicien, un grand physicien aussi. Mais seulement, quand il voulait justifier ses monades, il devait avoir recours à une physique parallèle. Teilhard de Chardin, la même chose. Il disait qu'il y avait un dehors et un dedans. Toutes ces choses-là ont été dites, mais chaque fois que ça faisait appel pour se justifier, que ça se mettait à part, ça se mettait d'une façon marginale par rapport à la connaissance en général, en faisant en particulier appel à une physique parallèle, eh bien, ça pouvait difficilement passer. Je crois que ce qui est très intéressant ici, et ce qui est tout à fait nouveau, c'est que précisément, ceci se justifie par une physique qui est la physique contemporaine, finalement. Hein, c'est ça qui est nouveau. Hein. Oui, mais alors est-ce que ce sera en opposition avec donc le système que vous présentez? Est-ce qu'il y a une opposition au fond avec ces... Vous voulez dire avec la relativité complexe? Oui, parce qu'il y a eu des expériences, enfin les expériences qui... Il n'y a pas d'expérience directe qui consisterait... il paraît qu'il y en a eu beaucoup de faits en Russie, je ne sais pas, mais ça... le type d'expérience, si vous voulez, le type de vérification que cette théorie réclame, ça n'est pas, et heureusement, je dirais, d'exiger des particules qu'elles fassent preuve d'un certain psychisme. On pourrait dire, mais ça ne vaudrait rien. Regardez la matière vivante, regardez une cellule sous votre microscope, et vous verrez amplement que ce ne sont pas simplement des lois physiques, mais vous savez bien que ça ne convainc personne. Donc les physiciens, de toute façon, ça sort de leur domaine, c'est pas ça. La chose qu'ils utilisent pour vérifier, c'est celle dont je vous ai parlé, qui est absolument imbattable, parce que c'est ni une question d'autorité, ni une question de sentiment. À partir du moment où les équations fournissent ce qu'elles ont fourni, eh bien, personne ne peut contester que c'est actuellement la meilleure approximation, je dis bien approximation, et le meilleur modèle d'approximation, c'est-à-dire que ce n'est pas l'absolu, encore une fois, je ne sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura peut-être un autre modèle, hein, mais actuellement, c'est le modèle de meilleure approximation que nous avons de la représentation des particules de l'univers. Et personne ne peut... ça déplaît d'ailleurs à beaucoup de physiciens, mais vous savez bien pourquoi. Parce qu'ici, il y a une question de psychisme, et que le psychique, malgré qu'il est maintenant largement rentré en physique, et même en biologie, vous savez, il reste tabou. Hein. Regardez Changeux. Vous ne pouvez pas parler de psychisme. Mais maintenant, je crois que c'est parti. Je peux vous le dire vraiment. Et heureusement, d'ailleurs, pour chacun de nous, parce qu'après tout, c'est bien intéressant de savoir ce que font les boules de billard, la matière boule de billard, mais la façon dont nous fonctionnons au point de vue psychique, ce que nous sommes, ça nous intéresse quand même aussi. Il est temps que la science nous donne directement des indications là-dessus. Car on ne peut quand même pas négliger que nous sommes des êtres psychiques.